nous avons le plaisir d'accueillir Madame Dalal Frasco. Elle travaille donc au CHU de Montpellier. Elle est en lien évidemment avec Yves-Marie Perse qui a présenté hier. On la remercie d'être là. Elle travaille sur le vécu et les attentes de personnes vulnérables atteintes de maladies chroniques avant et après leur participation à un programme d'éducation pour la santé. Bienvenue, merci d'être là. Merci, bonjour à tous. En effet, j'ai travaillé sur ce sujet avec Yves-Marie pour ma thèse. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter ce sujet aujourd'hui. Donc, comme vous avez dit, il s'intitule « Le vécu et les attentes de personnes vulnérables atteintes de maladies chroniques avant et après leur participation au programme d'éducation à la santé proposé par le projet EFI Chronique ». Alors, l'augmentation des nombres de patients atteints de maladies chroniques est l'un des plus grands défis pour les systèmes de santé du monde entier. En France, on en compte 20 millions. Ces maladies sont responsables de 63% des décès dans le monde. Elles représentent un défi pour les soignants. En effet, aujourd'hui, malgré tous les progrès thérapeutiques, la médecine curative ne suffit plus. À l'inverse des maladies aiguës, une fois prises en charge, elles ne disparaissent pas. Ces maladies, elles sont aussi un défi pour le soignant qui va devoir apprendre à vivre par le patient, qui va devoir vivre avec quotidiennement. Et pour cela, il va devoir acquérir des compétences en santé et quel que soit son milieu de vie. Enfin, il s'agit aussi d'un défi pour notre système de santé. Pour ça, il a mis en place différentes mesures comme la CMU, mais aussi le régime de remboursement des soins d'affection de longue durée. Malgré ce, il existe des inégalités sociales d'accès aux soins qui sont liées en partie à la vulnérabilité socio-économique, mais aussi à une inégalité territoriale de l'offre de soins. Ce sont dans les zones économiquement défavorisées qu'on retrouve le plus souvent des patients avec des comportements non favorables pour la santé, mais aussi avec beaucoup de problèmes psychosociaux. Malheureusement, ce sont aussi dans ces zones qu'existe le plus de déserts médicaux. Donc on pourrait dire que la vulnérabilité peut favoriser l'incidence des maladies chroniques, mais aussi en être la conséquence. Donc, une des solutions à envisager est de passer par la prévention de cette population, par des actions d'éducation pour la santé et des programmes d'éducation thérapeutique. Le but étant que le patient puisse contribuer à améliorer sa qualité de vie par l'acquisition de compétences en santé. Le programme d'autogestion des maladies chroniques, Vivre en santé avec une maladie chronique, est un programme développé par l'université de Stanford par Kate Lorig dans les années 90. Il est aujourd'hui actif et efficace dans plus de 25 pays dans le monde. Et il a pour objectif de fournir des stratégies d'autogestion pour permettre aux patients de mieux vivre en tant qu'individu et d'adapter la maladie à sa vie. EFI Chronique est un projet européen. Il y avait 5 pays qui y participaient. Il a pour objectif d'évaluer l'efficacité de ce programme sur une population bien spécifique qui était les patients en situation de vulnérabilité socio-économique. Donc, concernant les objectifs de mon étude, c'était de comprendre les besoins et les expériences vécues de 20 sujets inclus dans le projet EFI Chronique en région Occitanie, avant et après leur participation au programme. Donc, pour la méthode utilisée, il s'agit d'une étude qualitative et prospective qui a été menée par des entretiens semi-dirigés. Ils ont été ensuite analysés par une approche sémio-pragmatique après une triangulation des résultats. Les participants devaient avoir une maladie chronique et être en situation de vulnérabilité socio-économique et évidemment participer au projet EFI Chronique. Concernant la population étudiée, elle était composée de 15 femmes et 5 hommes,
âgés en moyenne de 53 ans. Parmi eux, 15 n'avaient pas d'activité professionnelle, 4 étaient retraités et une cadre. 8 personnes sont atteintes d'une maladie neurologique ou neuromusculaire, 7 d'une atteinte rhumatologique, 3 avaient une maladie respiratoire et 2 une dépression. J'avais décidé de rencontrer des personnes de zones différentes en région Occitanie. Donc il y en avait 9 à Montpellier et ses alentours, 5 au Pays Cœur d'Hérault et 6 aux alentours d'Alès. Donc pour le déroulement de l'étude, j'ai d'abord rencontré 20 participants avant le premier atelier. Les premiers entretiens portaient sur l'impact de la maladie sur leur vie et les attentes qu'ils avaient vis-à-vis du programme. Il durait en moyenne 40 minutes. Les sujets ont ensuite participé au programme par groupe d'environ 10 personnes. C'était animé par 2 ou 3 personnes et ça se déroulait sous forme d'ateliers hebdomadaires de 2h30 durant 6 semaines. Les principaux thèmes abordés étaient la communication efficace, l'intérêt et les moyens pour l'activité physique et l'alimentation saine, des techniques pour mieux gérer leurs symptômes et l'utilisation appropriée des médicaments. J'ai ensuite revu 17 d'entre eux 6 mois après pour un second entretien portant cette fois-ci sur l'impact du programme sur leur vie et les perspectives d'amélioration de celui-ci. Concernant les résultats, donc ce qui est ressorti de tous les entretiens, c'est un sentiment de rupture avec leur vie antérieure. On constate une modification sur l'identité de la personne avec une perte d'estime de soi, une modification des rapports avec leur entourage, ce qui a entraîné un sentiment de solitude. Il parlait aussi de la perte d'un travail vécu comme une catastrophe et entraînant la perte d'une autonomie financière et un sentiment d'exclusion sociale. Ils ont aussi décrit des douleurs, une fatigue importante et des douleurs non maîtrisées et une anxiété non contrôlée. Ce vécu difficile était aggravé par un accès aux soins compliqué et un sentiment d'incompréhension de la part des soignants et le manque d'informations. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que la conception du programme entrait en résonance avec les attentes des participants. Les principales sources d'adhésion mentionnées étaient la proximité du lieu qui rassure, qu'il soit en petits groupes de patients et que cela se déroule dans un cadre convivial, avec des animateurs soignants et ou patients experts. Et enfin, ils souhaitaient que les méthodes utilisées soient participatives avec des idées concrètes pour mieux se les approprier. Les principales motivations portaient sur le besoin d'apprendre différentes notions en santé, mais aussi de rompre l'isolement. Donc on a vu que le programme permet de développer leurs connaissances et de mieux appréhender leurs maladies et leurs symptômes, soit par des solutions non médicamenteuses, soit en reprenant confiance en certains traitements après avoir repris une communication avec leurs soignants. Ça a permis de retrouver confiance en eux et d'avoir un sentiment d'efficacité personnelle. Ils ont aussi fait de nouvelles rencontres et appris à mieux communiquer avec leur entourage et ainsi rompre le sentiment de solitude. Ce partage d'expériences leur a permis de s'identifier par une prise de conscience de caractéristiques communes qu'ils avaient et ils ont pu ainsi prendre de la distance sur leur situation. Ils se sont également sentis utiles en s'entraidant et tout ceci définit le concept de la pair-aidance. Donc, le programme transforme l'expérience vécue et conduit à l'empowerment du patient avec un regain d'élan vital et lui a permis d'être plus acteur dans sa santé et de se sentir plus autonome dans sa vie. La volonté des sujets à vouloir approfondir est un signe de leur engagement. Ils souhaitaient une meilleure diffusion du programme en passant par les médecins traitants et en se rapprochant de la population ciblée. Ils souhaitent que le programme approfondisse certains thèmes, comme le parcours de soins, la relation médecin-patient, l'accès aux sources d'informations médicales de référence
et connaître les organismes d'aide financière et sociale. Et enfin, il souhaitait l'ajout d'un entretien individuel à la fin du programme. Il voulait aussi poursuivre par des ateliers d'éducation thérapeutique plus ciblés et être accompagné individuellement sur le plan médical, psychologique et ou social. Pour conclure, je voulais revenir sur le fait que le processus de résonance entre les besoins du patient et les conditions d'implémentation du programme dépendent des patients en capacité de restituer leur expérience vécue en entretien et aussi de la conception d'un programme qui répond aux besoins des malades, donc avec un cadre de bienveillance, apporter une information adaptée, un soutien communautaire et renforcer l'auto-efficacité. Mais enfin, ça dépend aussi des animateurs, soignants ou patients experts, avec une approche centrée sur le patient. Toutes ces composantes sont efficaces pour l'engagement et l'empowerment du patient. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas si vous avez des questions. Nous allons vous poser des questions effectivement pendant une dizaine de minutes. Les internautes vont envoyer un certain nombre de questions. Je commencerai évidemment par vous remercier. Ce travail est indispensable pour un pays comme la France qui compte plus de 20 millions de malades chroniques. Il est bien évident que cette façon de penser non plus une maladie aiguë qu'on traite et qu'on guérit, mais une maladie chronique, c'est-à-dire qu'elle va durer dans le temps et donc il faut penser des méthodes d'empowerment, d'engagement, devient un élément central. Dans ce protocole financé par l'Europe, si j'ai bien compris, du CHU de Montpellier, est-ce que vous avez travaillé plutôt sur la partie intervention ou strictement sur la partie évaluation? Parce qu'il y a plein de discussions méthodologiques, on est dans un congrès scientifique sur lequel, si le concepteur du programme est aussi l'évaluateur, il peut y avoir un conflit d'intérêts. Vous étiez dans quelle position dans ce programme de recherche? Moi, je suis arrivée après que tout soit mis en place, même si j'ai participé au COPIL pour voir comment les choses avançaient. Je suis arrivée qu'après, et parce que je trouvais que le programme prenait plusieurs points importants pour cette étude que je souhaitais mener auprès de personnes vulnérables et atteintes de maladies chroniques. Et donc, j'ai rencontré les participants, mais sans avoir eu de place avant pour la conception du programme. Non. C'est vraiment quelque chose d'intéressant d'avoir à la fois les concepteurs et effectivement tout le travail de prototype et de concevoir le prototype basé sur les travaux notamment de Stanford, de Bandura et toute son équipe et le RIG. Mais effectivement dans la partie méthodologique pour finalement une implémentation dans un autre pays avec une autre culture, une autre façon de faire, il y a des ajustements et ce travail de recherche permet de faire ces ajustements co-construits avec les patients que vous avez évalués. Et l'approche qualitative qui a été choisie, on en a parlé hier, est absolument indispensable pour voir ce vécu des malades. J'ai bien aimé ce mot de bienveillance. En gros, il y a une attente très importante de la part finalement des patients pour dire que non seulement il y a l'intervention non médicamenteuse, le programme d'éducation thérapeutique, mais il y a aussi finalement le savoir-être des professionnels. Vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce qu'ils attendent de cette bienveillance? Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ils se sentent reconnus, ils avaient besoin d'être entendus. C'est souvent des personnes isolées, mais au-delà de ça, je pense que tout patient a besoin d'être entendu pour après pouvoir rentrer dans une démarche de soins et y adhérer vraiment. Si on ne les écoute pas, pour eux, c'est comme s'ils devaient suivre une démarche, mais sans avoir d'avis à donner dessus, alors que c'est leur propre vie et leur santé. Et donc, ils avaient vraiment besoin de ça. Et pendant le programme, ils ont senti ça. Donc, c'est pour ça qu'ils sont allés jusqu'au bout, je pense. Ils ont senti ça auprès des animateurs, mais aussi ils sont reconnus auprès d'autres participants. Et ça les a rassurés et ils se sont sentis moins seuls. Yves-Marie Pers disait hier qu'il y avait, c'est justement la question que je l'avais posée, merci beaucoup de poser cette question-là, y a-t-il des personnes qui ont abandonné le programme ou est-ce qu'au contraire, justement par ce que vous avez construit, il y a une durée, on va dire une observance du programme si on voulait faire l'analogie avec les traitements médicamenteux? Alors pour ce que j'ai vu en tout cas,
il y a 3 personnes qui n'ont pas fait tout le programme. Il y en a une qui n'a pas pu le commencer. Et les 2 autres, la première séance était assez vécue difficilement par ces personnes-là, donc n'ont pas souhaité revenir. Mais pour tous les autres, ils sont allés jusqu'au bout. Vous pouvez détailler? Est-ce que c'est possible d'avoir plus d'explications? Pour les 2 personnes qui n'ont pas pu? Oui, parce que vous mettez dans des situations de malades chroniques vulnérables. Oui. On a vu des patients dépressifs, on a vu vraiment des personnes qui ont des maladies chroniques peut-être sévères. Oui. Et donc ils ont arrêté pour des raisons de maladie ou comment Non, ils avaient des problèmes sociaux? Il y a une personne qui venait d'une communauté particulière et qui n'avait pas l'habitude de s'exprimer. Et d'entendre tout ça, et elle n'osait pas le faire devant des personnes qu'elle ne connaissait pas lors du premier entretien. Donc ça a été vécu de façon assez difficile pour la personne et elle ne se voyait pas revenir. Et c'est pour ça qu'elle a souhaité arrêter. Et la deuxième personne, elle était sur le plan psychologique, elle avait une dépression, mais elle était fragile psychologiquement, et je pense que d'entendre toutes les autres personnes et de devoir se confronter à sa vie aussi face à d'autres personnes, ça a été trop difficile. Donc elle a souhaité elle n'était pas prête en fait. Donc c'est pour ça qu'à la fin, dans la conclusion, je dis que ce qui est important, c'est aussi que le patient soit prêt à donner son expérience vécue pour que ça marche. S'il n'est pas dans ce stade d'acceptation et d'aller dans cette démarche, c'est difficile de pouvoir aller jusqu'à l'engagement et l'empowerment. Il y a peut-être des interventions non médicamenteuses spécifiques à prévoir pour ces personnes qui sont plus en difficulté, en disant que ce n'est peut-être pas une session de groupe dont elles pouvaient avoir besoin, mais peut-être des sessions individuelles et des fléchages peut-être spécifiques pour les personnes qui sont en échec sur le programme, même si évidemment beaucoup ont réussi. On nous pose la question et on vous pose la question sur la formation des intervenants à l'intervention à l'INM. Comment ça s'est passé? Quelles modalités? Comment ça a été préparé? Est-ce qu'il y avait un manuel? Est-ce qu'il y avait une session de formation? Voilà, comment vous avez procédé? Alors, Oui, ils ont procédé, pardon, puisque vous étiez l'évaluatrice. Oui, et justement, pour revenir à votre première question, j'ai été évaluatrice, mais à la fin, quand j'ai vu les effets que ça avait donné, j'ai souhaité me former à ça. Donc du coup, il y avait des formateurs il y en avait 2 qui avaient été formés en Espagne. Donc le programme était mené par l'équipe espagnole et donc eux étaient les 2 qui formaient les animateurs français. Et donc ça durait sur 1 semaine, si je ne dis pas de bêtises, où on suit un manuel. Tout le programme est écrit dessus. C'est un protocole qu'il faut respecter. Plein de situations sont mises en exemple dessus, mais oui, les animateurs ont été formés par ces formateurs qui ont été en Espagne en amont. Et le protocole a été fondé par l'université de Stanford et Kate Lorig. Donc on a dû respecter ce cadre-là, oui. Et pour l'après, vous avez l'air de proposer d'autres interventions non médicamenteuses. En gros, c'est une phase particulière et en disant à la fin de ce programme, vous pouvez être orienté, Yves-Marie Pers en parlait hier, sur des programmes d'activité physique, sur peut-être de la nutrition, peut-être sur la psychothérapie, etc. Est-ce que cette demande est apparue? On avait un intervenant précédent dans le cancer et sur des cancers qui sont à visée curative, en tout cas, de dire que cette phase hospitalière est un élément important, mais il y a un après dans la maladie chronique. Et donc, y a-t-il finalement des soins à prévoir après? Et donc des interventions non médicamenteuses à prévoir? Est-ce qu'il y avait des demandes et comment ça se passait? Oui, il y avait beaucoup de demandes. C'était un des points importants. Ils souhaitaient justement qu'il y ait un entretien individuel à la fin, ce qui n'était pas prévu par le projet FI Chronique, mais justement pour qu'on puisse les adresser à des choses plus ciblées au cas par cas. C'est sûr que le programme leur a permis de rentrer dans cette démarche de soins, mais après, eux, ils étaient volontaires de trouver quelque chose de plus personnel et individuel, soit sur le plan d'autres INM. Effectivement, il y en a plusieurs qui souhaitaient trouver des groupes pour le sevrage tabagique, mais il y avait plusieurs thèmes différents.
et ils étaient demandeurs. Après, moi, je ne les ai pas revus, je ne sais pas ce qu'ils ont pu faire, mais effectivement, c'est quelque chose à envisager, puisque les patients sont très demandeurs. D'accord. Et est-ce qu'il y a une poursuite de ce programme? Un programme européen, c'est un package, c'est un travail considérable que vous avez dû mener pour à la fois le soutenir, je pense à Christian Jorgensen notamment, mais c'est un travail tout à fait considérable pour obtenir les financements, il faut le réaliser, et après? Qu'est-ce qui se passe dans la vie pratique? Est-ce que dans le quotidien, il y a une diffusion, il y a une distribution qui va se faire, un partage en région, au niveau national? Comment ça se passe? Sachant que c'était un programme européen, donc en plus il y avait des Espagnols, etc. Donc comment vous allez le distribuer et l'implémenter? Alors, je n'aurai pas toutes les réponses à votre question, mais là, le programme s'est terminé, tout va être évalué. Il y a une demande des patients, mais aussi des animateurs qui ont été formés, qui souhaitent continuer dans cette démarche-là. Ils ont vraiment aimé le concept. Et donc pour ça, il y a eu plusieurs discussions avec l'ARS pour pouvoir poursuivre. Il y a des accords apparemment pour continuer à développer ces choses-là dans le Gard. Et aussi, pour le moment, ça reste dans la région Occitanie. Et après, peut-être un jour, un peu plus de façon plus étendue, mais aujourd'hui, ils attendent encore d'avoir les accords. Mais Yves-Marie saurait mieux répondre que moi sur ce sujet. Je pense qu'il y a un point aussi extrêmement important dans ce gros travail de recherche. Vous avez utilisé des marqueurs de coût-efficacité ou de coût-utilité, en tout cas des marqueurs aussi économiques. Je crois que c'est un élément important. Ça me rappelle ma jeunesse quand on avait fait un essai sur un programme de TP sur lequel on évaluait la santé des patients, on évaluait la qualité de vie des patients et on évaluait également les hospitalisations non programmées ou des soins non programmés. Et effectivement, au bout d'un an, on avait publié un papier qui montrait qu'on 80 € d'économie par an et par patient, tout en payant les professionnels faisant de l'éducation thérapeutique, tout en améliorant la qualité de vie de ces patients et améliorant les indicateurs de santé. Est-ce que vous pensez que ces mesures médico-économiques ont un sens? Est-ce que vous avez des premiers résultats à nous communiquer sur ces bénéfices coût-efficacité, coût-utilité? Enfin, il y a plein évidemment d'économistes qui diraient des mots différents, mais est-ce que vous avez quelques indicateurs à ce sujet qui peut motiver aussi une ARS ou un ministère à dire il faut vraiment qu'on le généralise? Alors, pour moi, ça a du sens, effectivement, puisque ça pourrait montrer qu'on ne coûte pas si cher que ça et que c'est efficace en plus et ça rapporte. Par contre, sur le plan des études quantitatives, elles sont encore en cours. Donc, du coup, on n'a pas les chiffres. C'est en train d'être calculé. Pour le moment, les chiffres ne sont pas sortis. Par contre, il y avait eu des études par l'université de Stanford, Kate Lowry, toutes ces expériences, et ça avait été montré efficace pour le nombre de diminutions d'hospitalisation et pour le nombre de durées d'hospitalisation et le nombre d'hospitalisations tout court. Ok. Vous allez publier ce travail. On peut vous contacter, c'est toujours une des questions des internautes. Comment avoir des informations plus détaillées sur le programme, sur ce travail? La publication est peut-être envisagée en cours? La publication est en cours, oui. Elle est en cours, ça a été envoyé, donc on attend le retour, mais oui. C'est une question très très longue, mais effectivement, je crois que c'est une question plus que pertinente. Il y a les vulnérabilités, on va dire, sociaux et éducativo-économiques, mais il y a également peut-être des disparités, des inégalités territoriales. Est-ce qu'il n'est pas... Comment vous pouvez le penser? Parce qu'effectivement, des personnes vulnérables sont en ville, mais parfois dans une ruralité un peu avancée. Et donc, est-ce que ce programme pourrait avoir, ou des patients ont vécu des choses plus difficiles parce que justement ils étaient loin ou ils étaient loin et peut-être envisager des solutions spécifiques pour eux? Alors là, nous, on a eu de la chance parce qu'il y a eu des animateurs très mobiles qui sont allés jusqu'à des villages un peu plus reculés où il y a eu
des groupes qui ont pu être formés et ça a beaucoup aidé les patients qu'on soit près de chez eux et c'est ce qu'ils souhaitaient d'ailleurs, qu'on essaie au maximum d'être près de chez eux puisqu'il y en a plusieurs qui ont dit qu'ils ne seraient pas allés si c'était à l'hôpital ou au CHU puisque c'était trop loin et puis le cadre hospitalier n'aurait pas apporté la même chose. Donc se rapprocher des populations, je pense que c'est important, oui. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement, encore une fois, la comparaison entre la maladie aiguë sur laquelle on va à l'hôpital pour se faire traiter, c'est strictement indispensable. Dans la maladie chronique, c'est le soignant qui va se déplacer et venir à proximité pour à la fois prodiguer des soins, mais des programmes d'éducation thérapeutique et peut-être d'autres interventions non médicamenteuses. Est-ce que dans le futur, dans le déploiement, vous allez collaborer en particulier avec les maisons pluriprofessionnelles de santé, ces MSP de professionnels de la santé qui sont en train de se regrouper dans des structures multidisciplinaires sur lesquelles potentiellement vous pourriez trouver à proximité des maîtres d'œuvre de votre INM? Tous les médecins traitants et pharmaciens avaient reçu des informations de ce projet. Après, la communication est parfois difficile. Il y a tellement d'informations et de possibilités que pour atteindre tout le monde, c'est compliqué. Mais effectivement, c'est quelque chose d'important d'informer tous ceux qui sont proches des patients atteints de maladies chroniques et qui le connaissent pour pouvoir ensuite adresser au projet EFI chronique ou à ce programme-là de vivre en santé avec une maladie chronique. C'est une des cartes qu'on peut utiliser comme parmi toutes les INM possibles. Ça peut être une des cartes à utiliser et c'est sûr qu'informer les MSP, ça serait quelque chose de pertinent, mais ça a déjà été fait. Mais sauf que c'est difficile de se rendre compte de l'information transmise réellement, puisque on ne sait pas si tout le monde l'a lu, tout le monde l'a reçu. Et s'il n'y a pas aussi de la désinformation, parce qu'il y a quand même beaucoup de travaux qui montrent que les patients sont de plus en plus désinformés par des réseaux sociaux, par des gens qui vont vous promettre monts et merveilles. Est-ce que ce rôle de l'éducation thérapeutique, de ce programme-là, ce n'est pas aussi autant informer sur la désinformation que d'informer directement sur les techniques de gestion de la maladie, de l'observance médicamenteuse, de l'activité physique, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un rôle essentiel? Et comment ça s'est passé? Tout à fait. Je m'étais rendu compte avant qu'ils débutent qu'ils n'avaient plus confiance au système de santé, même en leur soignant. Et puis et qui s'informaient de façon individuelle et personnelle sur des sources pas forcément reconnues. Mais après le programme, ils avaient repris une communication avec leurs soignants et ils souhaitaient des sources reconnues pour se renseigner. Donc c'était tout à fait une autre démarche. Donc je pense que ça a eu un impact dessus. Ok. Encore une question sur l'accès aux soins. On sait très bien que les personnes vulnérables, ça a été dit récemment, et la tragédie du Covid ne fait que rajouter de l'amplification finalement du non-accès des personnes vulnérables au système de santé et au système de soins. Est-ce que ce n'est pas là encore un élément tout à fait impératif de pouvoir mettre en place ces programmes dans des moments aussi critiques que le Covid, mais peut-être j'espère qu'on continuera après, tellement le refus de soins n'est pas un refus de soins, simplement ils sont tellement précaires et tellement vulnérables qu'ils ont autre chose à gérer que ça, et pourtant se soigner est une priorité. Comment l'envisager demain? C'est une bonne question. C'est ce qui a été essayé, ce qu'on a essayé de faire, ce que ce programme a essayé de faire, c'est de se rapprocher au mieux de ces personnes vulnérables. Et on voit que quand on est près d'eux, ça peut fonctionner, puisqu'ils sont demandeurs et ils sont motivés, puis ça peut changer des choses. Donc il faut continuer. Je pense qu'il faut aller au plus près d'eux et continuer dans ce sens-là. Parce que déjà qu'ils sont vulnérables sur plein d'autres points, si on pouvait essayer de les rendre un peu plus autonomes sur leur santé et plus acteurs, ça pourrait déjà les aider. Merci infiniment, Madame Fraxaud, d'être venue présenter à l'ICEPS Conférence. Merci de vos réponses. Merci aux internautes d'avoir posé des questions.